Alors, aujourd'hui, on va voir un livre de Serge Brussolo, donc de l'autre côté du mur des ténèbres, voilà. On va aussi un petit peu parler de Patatman, hein, mais en fin de vidéo. En attendant, petit générique. Alors on va commencer par les petites infos d'usage. Donc Serge Brussolo est un écrivain français qui est né en 1951. Alors après des débuts difficiles, il a commencé à connaître le succès grâce à sa nouvelle Funny Way, qui en fait n'a rien de funny, hein, c'est un espèce de bagne assez particulier. Bon. En fait, Serge Brussolo, au fil du temps, est devenu un style à lui tout seul, parce qu'il a commencé par la science-fiction, puis après les thrillers historiques, il y a des polars médiévaux, également des polars qui se passent en Égypte antique, avec Chagan et Junia, non, je vais y arriver. Ouais. Bref, donc il a été très prolifique, il est caractérisé par, enfin il est toujours vivant, hein, heureusement, une imagination très large. Ça va dans le grandiloquent et l'excessif, mais toujours avec un fil rouge, donc j'adore. D'ailleurs, j'ai eu la grande chance de le rencontrer lors d'un salon en 2013. Déjà, ouais. Bon. Ouais, tu peux enlever la photo, hein. Ok, ça roule. Bien. Alors, l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, donc, au-delà du mur des ténèbres. En bref, c'est un écrivain à succès qui s'appelle David. Il vit aux États-Unis. Et depuis l'enfance, il fait un cauchemar assez bizarre et récurrent. Il y a un tigre qui creuse dans le mur de sa chambre pour venir le bouffer. Au point que, à chaque fois que ce cauchemar revient, il fout le camp de son appartement, persuadé qu'il vient de l'échapper belle. Et ça, même à l'âge adulte, ça continue, quoi. Et il a beau savoir que c'est qu'un cauchemar, hein, ce tigre, il vit que dans sa tête. Le phénomène marche à chaque fois. À chaque fois qu'il rêve à nouveau de ce putain de tigre, il fout le camp. Sauf que là, un de ses potes va l'appeler un soir, un certain Jacques Warkowski, un écrivain lui aussi spécialisé dans l'horreur, vétéran du Vietnam, et qui a réussi à se foutre une fois de plus dans la merde, pour de bon. Et donc là, David, pour venir à son aide, va être confronté à de vrais monstres. Mais oui. Donc, en détail. En gros, quand ça commence, David, une fois de plus, se réveille en sursaut, parce que le tigre a une fois de plus défoncé le mur qu'il était en train de creuser. Il était vraiment à deux doigts de le choper pour le bouffer, au point qu'il sentait même l'odeur de son haleine. Alors évidemment, comme les tigres se brossent pas les dents, ça schlingue. Bref, il est en pleine panique, et il se rend compte que le téléphone sonne. Ah oui, petit détail, pourquoi il a ce cauchemar, c'est que quand il était gamin, il vivait avec sa maman dans une petite maison de fonction qu'il y avait dans un zoo, et il a découvert que le mur de sa chambre était contigu à la cage du tigre. Et un jour qu'il va voir le tigre, donc le gros bestiau, il est là, en train de se lécher les pattes et tout, comme un gros chat, avec l'air de se dire, ouais, t'inquiète pas, je vais te bouffer. Et du coup, David, c'est à ce moment-là qu'il vivait dans la terreur de se faire bouffer par le tigre. Alors évidemment, c'est complètement con, le tigre dans sa cage, il est pas intelligent à ce point-là, il bouffe la pâtée qu'on lui donne, voilà, puis il est mort depuis longtemps. Mais dans sa tête, David, il est persuadé que le tigre va venir le bouffer. Attends, je regarde mes notes là, parce que quand il y a pas mal de trucs... on jette. Alors, suite, donc Jock l'appelle au téléphone en lui disant donc en pleine nuit, qu'il a organisé un stage d'écriture avec des groupies, des fans à lui, et qui sont installés dans un espèce de temple bizarre dans un petit village, Peregrine Junction. Mais que là, comment il dit qu'il y a une espèce de monstre qui sort des murs, faut qu'ils viennent le voir. Donc David, en pleine nuit, prend sa bagnole, sa machine à écrire, un peu de matos, et il fonce vers ce fameux village. Donc ça lui prend la nuit. Il pleut à fond, et tout d'un coup, il évite un espèce de petit bonhomme en ciré jaune.
Alors évidemment, il fait une embardée, sa bagnole finit dans le fossé, il est content, c'est en pleine nuit et il y a un orage, donc tout va bien. Et il cavale derrière le petit bonhomme, petit, hein, la taille d'un gamin, et dans un village miniature. Donc les maisons sont vraiment adaptées à des gamins de 5 ans, quoi. Et en fouillant dans les maisons, il arrive à entrer dans la maison où se réfugie le petit personnage. Il passe sous la porte, puis ça schlingue comme dans une étable. Et qu'est-ce qu'il découvre? Le petit bonhomme, c'est en fait un petit cochon qui se tient debout sur ses pieds, qu'il a été humanisé. Il a des espèces de mains rosâtres, il sait pas quoi en foutre. Dans une autre pièce miniature, il découvre qu'il y a des chats, des chiens, pareil, qui sont comme humanisés. Il y a un chat qui est en train de se bouffer ces espèces de mains roses. Il a pas mal, hein, parce qu'en fait, il sait pas quoi en faire. Il a pas mal. Il ressort, et c'est là qu'il tombe sur une adolescente, Jenny, qui vient avec une espèce d'écuelle pour donner à bouffer à ses pensionnaires animaux. Elle lui demande d'ailleurs s'il vient pas en pèlerinage, lui aussi, puis il dit que non, il vient rechercher un pote et tout, il comprend pas. Non. Bon, alors. Attends, je suis bien sûr de. Ouais. Oui. Alors, Jenny le ramène là où elle habite, donc une espèce de vieux cimetière de bagnole avec son père dans une caravane qui a un handicapé physique suite à un accident, puis qui va pas très bien dans sa tête. Et Jenny lui explique qu'en fait, il y a le village qu'ils ont traversé, c'était un village miniature, pour se protéger d'une menace qui vient d'un temple. Le vrai village est un peu plus loin. Et dans ce temple, en fait, il y a une enceinte qui le recouvre, qui l'entoure. Pendant des décennies, il y avait des pèlerinages, parce qu'on s'était rendu compte que il y avait une espèce de guérisseur miraculeux qui guérissait les gens. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivaient handicapés, une patte en moins, un bras en moins, ou des problèmes de cœur, ou quel que soit le problème, ils arrivaient près du mur d'enceinte, puis tout d'un coup, ils se mettaient à roupiller, et au matin, ils étaient tous guéris. Seulement qu'on s'est rendu compte que ces parents qui avaient perdu une jambe ou autre, c'était remplacé par l'équivalent, mais une espèce de peau rose élastique. Mais, bon, évidemment, si tu récupères ton bras, t'es quand même content, hein, tu t'en fous de la couleur. David se dit que, c'est encore un ramassis de conneries. Seulement, Jenny, Jenny, le lendemain matin, lui fait rencontrer c'est un Suédois qui s'appelle Fergus, ouais, voilà. Il avait eu le bras coupé dans une usine, il avait un accident grave, et il avait été, comme d'autres, contre le mur de ce fameux temple. Il voulait surprendre le guérisseur, mais en fait il s'est endormi avant. Et quand il s'est réveillé, il avait un bras tout neuf, magnifique. Les années ont passé, et puis le bras il a commencé à devenir reptilien, plein d'écailles brunes. Alors toujours aussi costaud, mais bon, il le cachait sous un sac parce que un bras de lézard, je sais pas, dans les soirées mondaines, t'as l'air un peu con quand même. Hein. Enfin, moi je dis ça, et je dis rien. David, évidemment, il est un peu éberlué, surtout qu'avant ça, Jenny l'avait emmené au cimetière pour dire parce que les gens qui guérissaient, ils finissaient par mourir, mais l'appendice que le guérisseur leur avait mis était toujours en forme. Et effectivement, elle inhume une tombe, elle enlève le couvercle et tout, puis on voit que dans le squelette, t'as un cœur en parfait état, qui continue de battre. Donc, le cœur qui a été rajouté par le guérisseur magique, là. Sauf que le mec, entre-temps, était mort, le corps avait pourri, il restait plus que le cœur ou d'autres organes miracles, dans un squelette qui, n'est plus en forme depuis longtemps. Voilà, évidemment, ça lui fout les boules. Ça se comprend. Et donc David décide d'aller voir ce fameux temple. Alors il tente une première exploration. Il arrive donc à ce fameux mur. Et il remarque qu'il y a dans les brèches, il y a déjà une espèce d'enduit de protoplasme rose. Comme si on avait colmaté les brèches avec un espèce de ciment bizarre, parce qu'en fait il est tiède, souple. Et en fait, t'as l'impression
comme un tissu vivant. Il arrive à escalader le mur, il y a à peu près 4-5 mètres. Et là, il découvre le fameux temple. Il y a un gigantesque dôme qui est accolé à une espèce de tour. Tout ça en pierre de taille, donc assez rustique. Il y a des arbres. Il y a même des statues, il y en a 13, des statues assez bizarres sur des piédestaux, donc assez moches. Genre divinité païenne, mais genre dans le style pas sympa, quoi. Genre qui aime bien les sacrifices, c'est quand vous ramenez vos copains. Tiens, regarde, on va faire un petit tour, puis quick. Voilà, ça c'est... Bon. Moi je suis pas trop fan, hein. Enfin après, chacun ses goûts. Bref. Parce que je regarde bien mes notes au cas où, parce que bon, c'est toujours moitié improvisé avec moi. Bref, il va dans le dôme, parce qu'il y a une grande entrée, et, oh, surprise, il y a Jock, donc l'ancien vétéran, et ses stagiaires, garçons, filles, adolescents, qui sont tous endormis, mais vraiment en sommeil très très lourd. Il a beau les secouer et tout, ça bouge pas. Et il remarque que les vêtements ont été découpés, et puis que certains, ils ont été soignés. Ils ont été opérés pendant la nuit. Puis que le somnifère les maintient toujours en train de roupiller. Il repère également une petite souris couchée sur un galet, et en fait, enfin sur un bout de gravier. Et il voit qu'il y a un petit carré de peau rose, parce qu'apparemment elle a été opérée de, de l'appendicite, ou un truc comme ça. Quoi. Ce chirurgien mystérieux, il opère même les petits animaux. Le problème, il se rend compte rapidement que les piliers, les brèches dans les piliers, t'as des agrafes métalliques, t'as l'espèce de protoplasme rose, ce tissu cicatriciel. En fait, le guérisseur, pour une raison qu'on sait pas trop, il est en train de péter les plombs, et tout ce qui ressemble, tout ce qui est une brèche, une lézarde ou quoi que ce soit, il considère que c'est une plaie à suturer d'urgence. Et c'est pas tout. Il continue d'explorer le dôme, puis il y a un passage souterrain, donc une espèce de crypte souterraine. Et là, ce qu'il trouve dans cette espèce de cave, bah non, c'est pas des bouteilles de pinard. Mais moi aussi j'étais déçu. C'est pas un poivreau. Ce qui expliquerait... Non. En fait, il découvre des radiographies. Avec un langage un peu bizarre dessus, mais des radiographies mais de tout, quoi, les malades, enfin les personnes, pas forcément malades, même une simple petite égratignure, de rien du tout, il tient à vous opérer à sa façon, donc voilà. Et puis, c'est pas tout. Alors, oui. Les statues elles-mêmes qui ont des petites brèches ici ou là, les statues à l'extérieur, le guérisseur a colmaté avec cette espèce de pâte à modeler rose qui est tiède. C'est un tissu vivant, quoi. À la fois muscle, cicatrisation, voilà, la peau à tout faire. C'est-à-dire que le guérisseur mystérieux ne fait plus la différence entre les organismes vivants et l'inerte. Donc le guérisseur, il soigne même les statues. Voilà. Alors, il décide de camper là la nuit, et en se disant qu'il va essayer de repérer qui est ce guérisseur bizarre là. Et en fait, il a à peine le temps la nuit d'entrevoir une silhouette sombre que il tombe dans les pommes. C'est-à-dire le guérisseur, il doit bazarder de l'anesthésiant sous forme gazeuse. Le lendemain, il se réveille. Et en fait, tous ses habits ont été découpés au scalpel. Mais lui, ça va, il est intact. En fait, le médecin bizarre, il est venu le sculpter. Comme il a vu que il était en bonne santé physique, en tout cas, il le laisse tranquille. Ok, ça va. Bon. Seulement, voilà, il découvre au matin que... Déjà, la petite souris est gambade dans tous les sens, donc elle s'est réveillée. Et il voit que les statues, les grandes statues sur leurs piédestaux, bon, enfin bref, sont entourées de bandelettes. Oula, carrément. Puis ça sent le médicament.
Alors il écarte un peu les pansements, puis il découvre cette espèce d'enduit rose qu'a mis le guérisseur, recouvre toutes les statues intégralement. Il voit aussi que Jock et ses stagiaires qui sont toujours endormis, ils ont clairement rajeuni. On ne sait pas quel est le traitement de ce guérisseur particulier, mais il fait même rajeunir ses patients. On ne demandait pas tant d'ailleurs. Donc il décide de camper une nuit supplémentaire, en faisant gaffe de se mettre dans un endroit bien éloigné où il risque pas de se blesser ou autre. Et avant de s'endormir, il a juste le temps d'apercevoir vaguement une espèce de silhouette. Je sais pas si c'est un bonhomme avec une cape ou enfin il a pas le temps de bien voir parce qu'en fait il tombe dans les pommes. Et le lendemain, surprise, les statues, le protoplasme qui recouvre la pierre est tellement costaud parce qu'il bouge de lui-même. Une espèce de tissu vivant, sans volonté, qui ne voit rien, qui n'entend rien, mais qui n'a qu'une fonction, survivre. Et ce machin, cette espèce d'enduit qui recouvre les statues est tellement costaud que en fait ça a craqué les statues au niveau des articulations, donc les statues elles bougent et gigotent sur leur piédestal en attendant de pouvoir s'en libérer quoi. Ce qui d'ailleurs arrive. Et les statues commencent à se promener, à marcher au risque d'écraser les stagiaires endormis, ce qui d'ailleurs va se produire. Hein, donc, oui, je spoil un peu si vous lisez le roman, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bref, là il commence à prendre peur, sans blague. Et il décide de quitter le temple, il sort de l'enceinte du temple, et là il y a Jenny qui le surprend, parce qu'en fait elle était là, elle avait escaladé avec une corde et un grappin. Donc il explique un peu ce qu'il a vu, quoi. Puis Jenny se dit que non mais tes potes tu vas pas les récupérer, quoi, laisse tomber, quoi. Mais bon. Ils décident le lendemain de retourner au temple, donc ils y vont tous les deux là, en bicyclette. Chanson d'Yves Montand avec une bicyclette, ou je sais plus quoi, bon, on s'en fout. Les bicyclettes d'ailleurs ne vont pas tarder à être recouvertes de cet enduit rose et vont se mettre à rouler toutes seules. Non, eux ils n'ont pas trouvé ça très drôle. Hein. Bref, ils sont revenus au temple avec des masques à gaz pour essayer de surprendre le guérisseur. Et donc effectivement, ils se planquent dans un coin, près de la sortie de la crypte, ou entrée de la crypte, et le guérisseur il sort, parce qu'en fait le guérisseur ce qu'il fait c'est qu'il y a un trou dans le mur, il le rebouche, puis après il l'écarte à nouveau, donc comme ça on lui fout la paix. Et en fait, c'est un robot. La silhouette, ça évoque un peu comme une sorte de menthe religieuse en métal noir avec des gros hublots partout, des pinces et puis des bras articulés style Édouard aux mains d'argent là. Très bon ce film d'ailleurs. Hein. Bref, c'est une machine. Et Jenny elle est dégoûtée parce que bon, elle espérait un espèce de magicien, une fée bizarre. Puis non, c'est une machine. Ah, ça casse le mythe. Hein. Donc David découvre que petit à petit, le temple commence à se recouvrir de cet enduit rose. Les murs, les piliers, l'extérieur de l'enceinte maintenant. Donc, vaut mieux partir avant de se retrouver enfermé. Puis il se demande, mais cette machine pète les plombs. Puis il commence à se dire, est-ce qu'il n'aurait pas un objectif ? En fait, oui. Bon. Cependant, ils explorent quand même le temple, la crypte, et là David fait une découverte très surprenante, c'est que la partie souterraine de la crypte, en fait ça recouvre un vaisseau spatial qui s'est retrouvé enfoncé dans le sol. Il trouve une ouverture, et là il y a des coursives métalliques, et puis il y a des cadavres partout, d'extraterrestres bizarres, enfin, oui bizarres, oui forcément, dans des espèces de reptiles moches, voilà, mais tout le monde est mort. En fait, il arrive à en déduire que un vaisseau s'est écrasé il y a un bout de temps. Les extraterrestres survivants ont fabriqué ce temple pour qu'on leur foute la paix, puis pour pas trop se montrer au public. Le robot se chargeait de guérir les malades, les éclopés qui venaient devant le temple, qu'on n'était pas un.
Au fil du temps, des générations, les extraterrestres sont tous morts. Puis il est resté ce robot qui maintenant il est en train de bugger, mais alors puissance 1000 quoi. À moins qu'il y ait un objectif tordu. Bref. Et ils ont également David découvre également l'espèce de grande cuve avec un liquide rose. Et en fait, c'est la grosse machine qui produit ce protoplasme. Voilà. Donc c'est de là que vient ce liquide qui après devient comme un mastic. Et la phase finale, c'est cette espèce de protoplasme rose d'une vitalité hors pair, quoi. Qui fasse froid, chaud, voilà. Bon. Évidemment, on va pas passer la vie ici, donc David et Jenny quittent le temple. Alors son projet, c'est revenir avec un camion, des masques à gaz pour 1. Récupérer Jock et ses stagiaires, 2. Trouver le moyen de dézinguer le robot pour qu'il se mette pas à se balader dans la campagne et se livrer à des expérimentations bizarres. Ah oui. D'abord, Jenny va prévenir le conseil des anciens qui tient dans le village là. Et les mecs, non, on quitte pas le village. Non mais c'est dangereux là, faut se barrer. Non, on reste. Et on va prier. Et ça va nous sauver. Ouais, pourquoi pas. Bon. Le lendemain matin, donc depuis le cimetière de Bagnoles, nouvelle surprise. David se rend compte que le dôme, la tour et même l'enceinte commencent à être quasiment entièrement recouverts de ce mastic rose qui s'épaissit. Et il trouve que de loin ça ressemble à le dôme et la tour, un peu à la silhouette d'un dinosaure. C'est les brontosaures, là, le gros corps dodu avec un long cou. Ça commence à ressembler à ça. Et là il se dit que ça sent mauvais. Donc faut profiter que c'est pas encore complètement recouvert. Il fonce en camion dans le temple. Il arrive dans le dôme. En fait, la grande entrée est recouverte de ce mastic rose. Et puis il devine, parce que ça tâtonne de l'autre côté, qu'il y a Jock qui s'est réveillé. David il prend un gros couteau, il coupe, et là il voit le visage de Jock très rajeuni, alors que le mec il avait une bonne quarantaine et tout, là il a l'air d'avoir 20 ans quoi. Seulement ce mastic est tellement puissant qu'il cicatrise aussitôt et il y a même le couteau qui reste bloqué dedans. Donc là Jenny lui dit que donc, faut se barrer quoi, là tu peux rien faire pour tes potes. Faut partir. Là il n'y a plus rien à faire. Et on arrive au lendemain matin, à l'aube. Ça spoil, hein, donc si vous voulez pas découvrir la fin, c'est l'heure d'aller dans les petites boutiques, là, les liens en description là, où vous pourrez trouver le pack Patatman, sur l'autre boutique des peluches, bon, je vous mettrai tous les liens. Donc on continue pour ceux qui veulent quand même savoir la suite. À l'aube donc, paf, le dinosaure, si l'on peut dire, se réveille et se libère. Et là je vais vous lire un petit passage, comme ça vous allez voir comment Serge Brussolo écrit, et c'est du top niveau. Alors, là on parle de David. À demi nu, il émergea enfin de la roulotte renversée. Oui, parce que quand le dinosaure a commencé à bouger, ça fait un tournant de terre. Autour de lui, les carcasses des voitures continuaient à dégringoler, levant un brouillard de poussière de rouille qui prenait à la gorge. Son premier regard fut pour la bête dont la silhouette se dressait à l'horizon, et il vit qu'elle se tenait debout, bien plantée sur ses 4 pattes. Le mur d'enceinte, déployé, s'était changé en une immense queue qui bougeait doucement. Oh putain, le merdier. Sous l'abdomen de la créature s'ouvrait le cratère qui avait contenu les fondations de l'abbaye et l'épave du vaisseau spatial. Mais le plus étrange, c'était que cet animal monstrueux n'avait pas l'aspect terrible qu'on prête d'ordinaire aux grands reptiles préhistoriques. En réalité, il avait l'air d'un diplodocus de pâte à modeler confectionné par un enfant de 10 ans en classe de travail manuel. C'est ça qui est génial des fois avec Serge Brussolo, c'est que l'horreur dispute au grotesque, quoi. Cela tenait à son aspect inachevé, approximatif, à cette tête sans yeux ni bouche, à ses pattes dépourvues de griffes.
Malgré sa taille gigantesque, il ne faisait pas peur. On eût dit l'une de ces grandes reproductions mobiles en plâtre peint qui trône dans les parcs d'attractions pour touristes fauchés. Pire que tout, il était rose. Et l'horreur, la fin du monde peut-être, allait venir de cette chose dont aucun cinéaste n'aurait voulu dans un film de science-fiction, même le plus branquignol. David courut jusqu'à la sortie du cimetière de voitures. Il ne savait plus vraiment ce qu'il faisait. Un déferlement d'images incohérentes lui emplissait la tête. Il songeait à tous les films d'anticipation qu'il avait ingurgités lorsqu'il était gosse, à ces animaux géants qu'on voyait s'avancer en crachant le feu au milieu des buildings qu'il renversait d'un coup de tête. Et cela allait se produire devant lui aujourd'hui. Voilà, chance. Une bête qui n'existait pas allait détruire toutes les cités qui auraient le malheur de se dresser sur sa route. Un monstre aveugle et qui n'était même pas réellement vivant. Les ruines d'une abbaye déguisée en diplodocus. Le brouillard de l'aube ne permettait pas d'examiner la bête à loisir. À travers la fumée cotonneuse qui stagnait sur la plaine, on ne distinguait guère plus qu'une silhouette dont le cou longiligne aurait pu passer pour une cheminée d'usine. Enfin, la créature risqua un premier pas, puis un second. Mal équilibrée, elle semblait prête à rouler sur le flanc chaque fois qu'elle levait la patte. Son avance faisait trembler la plaine, je vais y arriver, comme une peau de tambour. Mais oui. Seulement, pendant ce temps-là, les autres gars, ils sont restés à prier dans leur village, là. Et en fait, comme on s'en doute, ils vont se faire balayer, écrabouiller. Alors, David et Jenny sont en train de suivre la bête à la trace. Bon, c'est pas très difficile, hein, parce que ça fait un grand nettoyage devant. Puis donc, t'as des troncs d'arbres qui volent dans tous les sens, des carcasses de bagnoles. Voilà. Et voilà que le dinosaure en question, l'espèce du dinosaure, il arrive au bord de l'océan. Voilà, David se dit, bon bah, ce machin, instinctivement, il va faire demi-tour. L'espèce de monstre en pâte à modeler rose. Bah non. La bestiole continue de s'enfoncer sous l'eau et disparaît sous l'eau. Et là, il est perplexe, il ne s'attendait pas à ça. Il se demande évidemment combien de temps Jock et les malheureux stagiaires vont survivre dans cette espèce de sous-marin. Voilà. Donc, l'apocalypse sous la forme d'un monstre en pâte à modeler rose, et en fait s'engloutit sous l'eau. Alors évidemment, David se demande quand il va ressortir, pour combien de temps. Est-ce qu'il va ressortir de l'autre côté de l'océan, ravager l'Europe, puis replonger sous la flotte, revenir aux États-Unis, tout balayer, et ainsi de suite. Ça, c'est son angoisse. Mais il sait pas. Le monstre n'est pas ressorti. Donc, on en arrive à la fin de cette histoire mouvementée. David fait un nouveau cauchemar. Il est avec Jenny, en bateau, en croisière, parce qu'il a profité de toute cette aventure pour en faire un roman, sorti sous le titre, voilà. Eh oui. En fait, c'est une autobiographie, hein. C'est Serge Brussolo lui-même qui était là-bas. Bon, bref, le monstre n'est jamais ressorti jusque-là. Mais David continue de faire il fait un nouveau cauchemar, finit le tigre, donc terminé. Le tigre est mort. Le monstre est mort, vive le monstre. Le nouveau, et donc il est en croisière avec Jenny, qui est en bikini rouge, et puis elle est en train de bronzer sur le pont voyageur. Et puis David, il entend du bruit, ça cogne sous les pieds. Et en descendant dans la cale, tout d'un coup, le plancher du bateau, je sais pas comment dire, putain la honte, elle est crevée par la grosse tête du dinosaure qui sort. Et là, il se réveille. Et ce cauchemar, il est récurrent. Il revient encore et encore. Donc voilà en gros l'intrigue. Bon, il y aura encore beaucoup à dire, hein, parce qu'il y avait plein de passages tordants ou pas. Donc là, ce qu'on voit avec Serge Brussolo, c'est que dans certains de ses romans, il manie l'horreur et le grotesque. Pour peu qu'on aime l'humour noir, comme moi, qu'on aime bien un peu les situations cauchemardesques, comme moi, des apocalypses bizarres, comme moi. En plus, pour en revenir à ce thème d'apocalypse, on imagine l'apocalypse, je sais pas moi,
une guerre totale contre des humains, des mutants ou des robots, ou une épidémie mondiale qui tue presque tout le monde, ou les morts-vivants, bon, je trouve ça un peu con, ou je sais pas, une invasion d'extraterrestres bizarres, c'est très bien, hein, pourquoi pas. Mais là, ce coup de cette espèce de dinosaure rose ridicule qui est même pas vraiment vivant, qui casse tout, bien trouvé. Ah non, mais je trouve que Serge Brussolo, c'est vraiment un conteur hors pair. Tiens, d'ailleurs, Maître des Vœux, t'es d'accord avec moi? Oui. Ok. Bien, à propos, Maître des Vœux, puisque t'es là, une petite idée, tu pourrais exaucer l'un de mes vœux, c'est-à-dire que tu vois, j'ai créé Patatman, la petite peluche là, est-ce que tu pourrais pour se marrer, hein, me transformer en peluche à grosse maille pour conclure la vidéo, s'il te plaît? Allez. Et voilà. Ah, c'est bon, il m'a redonné mon aspect normal. Ah oui, parce qu'en fait j'ai pu négocier. Oh, quel enfoiré, le Maître des Vœux. Il était d'accord de me redonner mon aspect normal, mais à une condition. Je signe pour un stage qui va durer 3000 ans après ma mort physique, un stage découverte dans son enfer personnel. Je pense que ça va être cool, hein. Fleuve de lave, des gens suppliciés, je pense que je vais bien me marrer. Donc voilà, je suis tiré d'affaire, voilà, 3000 ans, ça va passer vite. Je me demande si j'ai pas fait une connerie quand même.